L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Sophie Dab et Pascal Rogard pour une édition spéciale de l'Entertainment Lab. C'est le scénario à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc je voulais un sujet vraiment actuel et qui touche à la création. L'IA, ça a été une révolution, le scénar, c'est au cœur. Alors je voulais vous accueillir tous les deux. Tout d'abord, honneur aux dames. Sophie, est-ce que tu es scénariste, tu es franco-canadienne. En quelques mots, voilà ton parcours. Oui, moi j'ai grandi en France, mais j'ai fait mes études en Amérique du Nord. Donc j'ai une licence de sociologie de l'université de McGill à Montréal. Et après j'ai fait un master de production créative à l'école de ciné de l'université de Californie du Sud, donc USC. Et après, j'ai travaillé à Hollywood pendant 7 ans. Donc, j'ai travaillé dans les bureaux des studios de ABC et après à Fédération, avant de revenir en France et de me lancer à temps plein en tant que scénariste. Et super. Et voilà, j'ai travaillé sur J'ai tué mon mari et Follow. Et Follow, voilà, 2 séries dans l'univers thriller. Et on est ravis de te recevoir parce que je voulais vraiment une scénariste montante et qui a participe déjà des beaux projets de séries télé. Et je voulais évidemment accueillir Pascal Rogard qui nous a déjà fait l'amitié de venir au podcast. Et là maintenant, il vient sur le podcast La Web Mission. Donc Pascal qui est le directeur général de la SACD et donc voilà, qui voulait être acteur et qui a commencé d'ailleurs par de l'acting. Il va en parler. Et peut-être quelques mots sur la SACD qui est clé pour aussi la représentation des auteurs. Je ne sais pas si je voulais vraiment être acteur. C'est mon côté Sciences Po droit qui l'a emporté. La SACD, c'est assez simple. C'est la plus ancienne société d'auteurs du monde. Elle a été créée en 1777 par Beaumarchais. Donc on va bientôt fêter les 250 ans. Et Beaumarchais, qui était à la fois un grand créateur, auteur de théâtre, et aussi un homme politique redoutable, c'est lui qui, dans une loi en France en 1791, pendant la Révolution française, c'est la loi Le Chapelier, a créé le droit d'auteur, c'est-à-dire le droit des auteurs qui naît sur la personnalité de l'auteur et qui donne à l'auteur un droit à rémunération proportionnelle sur les recettes de son œuvre. Et donc la SACD s'est développée sur le spectacle vivant. Et ensuite, naturellement, elle a géré les répertoires du cinéma, de la fiction audiovisuelle, de la fiction radio. Et là, on est très impacté, évidemment, par les réflexions sur l'intelligence artificielle, les nouvelles conditions juridiques qui vont arriver. Et puis, sur le spectacle vivant, on gère des répertoires de l'humour, du théâtre, des arts de la rue. Voilà. Tout le patrimoine créatif et la force de la propriété intellectuelle qui est une des forces, on le sait, de la France. Et alors, pour démarrer un peu cet échange, je voulais parler aussi de cette grève qui a démarré un peu beaucoup l'histoire il y a plus d'1 an, même si ça remonte à plus loin tout ce débat. Mais je sais que toi, tu as vécu aux US, tu étais à ce moment-là, tu as suivi tout ça. Comment vous avez vécu cette grève de Los Angeles avec les scénaristes et qu'est-ce que ça a réveillé comme sujet pour vous? Je pense qu'au cœur de la grève des scénaristes, il y a une vraie hantise de ce qui se passe au-delà de l'IA. En fait, l'IA, quand même, représente en partie cette hantise, mais ce n'était pas le seul point de cette grève. Mais je pense que tous les points se rejoignent un peu, qui était la place que vont avoir les scénaristes dans le milieu de la création. Et donc, ce qu'on voit beaucoup aux États-Unis depuis 10 ans, c'est le rétrécissement des salles d'écriture, qui sont quand même le cœur, parce que les États-Unis ont un système assez intelligent qui est les salles d'écriture sont aussi des écoles. C'est-à-dire qu'on a des gens de tous les niveaux et les jeunes sont là pour apprendre, ils sont là pour travailler, c'est pas de l'observation, mais il y a une vraie gradation dans la hiérarchie et donc au fur et à mesure des années, on monte en grade et ces grades correspondent aussi à la participation dans la production. Et peu à peu, ça se perdait, c'est-à-dire qu'on avait des salles d'écriture avec 3-4 personnes, souvent que des seniors, qui faisaient que l'écriture. Donc, on écrivait toute la saison, ça se finissait, et une personne était responsable de la production. Alors qu'avant, c'était un roulement où pendant qu'on écrivait, on était aussi en train de tourner, on était aussi en train de monter. D'accord. Donc, le showrunner ne pouvait pas être partout en même temps, et avait des lieutenants qu'il choisissait pour le représenter et qui apprenaient en même temps ce métier-là.
Or, si on perd ça, on perd toute cette éducation et cette transmission qu'on a. Et donc, on va arriver dans 10 ans avec aucune personne qui n'est qualifiée à devenir showrunner, à gérer des millions et des millions pour créer et voir jusqu'au bout une série. Donc ça, c'est un très gros problème pour les scénaristes aux États-Unis parce qu'il y a un problème de perte d'emploi immédiat, mais aussi un problème dans le long terme d'éducation. Et on voit aussi ça avec l'IA, parce que du coup, on a cette impression qu'on perd du travail, on est en train d'être remplacé par des choses qu'on ne sait pas maîtriser, par une peur un peu de l'inconnu. Voilà, il y a eu cette crainte avec la phrase de Bryan Cranston de Breaking Bad qui a dit « Ah, est-ce que tous nos métiers vont être supprimés par des machines ?» Donc, il y a eu déjà cette grande anxiété. Oui. Alors, il faut dissocier le scénario aussi des effets visuels. Peut-être Pascal, qui connaît aussi bien ce sujet. Toi, cette grève, comment tu as vu ça entre WGA, qui n'est pas la SACD, mais voilà, de ton point de vue, comment tu as vu tout ça, toi ? En fait, il y avait deux grèves. Il y avait à la fois la grève des acteurs, qui handicapait non seulement les films en tournage, mais les films qui sortaient, puisque certains films ont dû être reportés parce que les acteurs ne faisaient pas la promotion. C'est le cas, par exemple, de Dune 2, qui est sorti en France plus tard que c'était prévu. Et donc, il y avait deux sujets dans cette grève. Il y avait, comme l'a dit Sophie, il y avait un sujet, je crois, financier, parce que les acteurs et les auteurs, les scénaristes n'étaient pas satisfaits des conditions de rémunération, notamment lors de la diffusion des œuvres sur les plateformes. Et puis, il y avait le sujet emploi, c'est-à-dire la crainte, à la fois pour les acteurs et pour les scénaristes, progressivement, d'être remplacés par des logiciels, par des machines. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que juridiquement, les auteurs américains sont bien moins protégés que les auteurs français. Mais dans la pratique, ils sont mieux protégés. C'est le fameux copyright. Voilà, mais parce que les droits appartiennent au producteur, c'est-à-dire à celui qui finance l'œuvre. Mais dans la réalité, ils sont mieux protégés parce qu'ils sont organisés dans des syndicats. Vous ne pouvez pas travailler dans ces métiers, c'est un peu comme l'ancien régime des dockers en France. Vous ne pouvez pas travailler dans ces métiers si vous n'êtes pas syndiqué. Et lorsque le syndicat décide la grève, tout s'arrête. Et ça s'arrête non seulement pour les séries, mais aussi pour les shows de divertissement qui sont écrits. Et donc, grâce il y a eu des très grandes et très longues grèves à Hollywood. L'histoire d'Hollywood, depuis le dernier Nabab, est marquée par des histoires de grève. Et la protection à la fois des créateurs et aussi leur protection sociale est extrêmement forte, parce que ces grèves ont marqué Hollywood, l'histoire, et les producteurs ont dû lâcher pas mal de choses aux créateurs, à la fois les réalisateurs, les scénaristes et les acteurs. Ce sont les trois grandes catégories. Et cette protection, elle résulte de ces rapports de force. Et là, la grande crainte, c'était, je crois, il y a les problèmes financiers qui sont classiques. Ça, c'était les grèves que Hollywood a connues depuis très longtemps, défense de leurs droits, et surtout de leurs droits à rémunération et de leurs droits sociaux. Et là, il y avait l'arrivée de l'IA et la crainte d'un grand remplacement, et que petit à petit, les changements, les métiers disparaissent. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à ce qu'a dit Sophie, c'est que nous, à la SACD, on connaît assez bien le système américain parce qu'on organise avec l'ambassade de France aux États-Unis, le consulat général à Los Angeles, des déplacements d'auteurs à Los Angeles, où ils travaillent sur les séries, ils voient comment ils rencontrent des producteurs, ils rencontrent des auteurs, et donc ça leur donne une connaissance de ces métiers. Et ils ont été assez impressionnés par le fait que les conditions de travail pour les auteurs sont nettement meilleures aux États-Unis qu'en France. Voilà. D'accord. Et alors toi, est-ce que quand tu as vu tout ça, tu t'es dit, est-ce que ça peut arriver en France ou en Europe, ou tu te dis, le système est quand même très différent et on est quand même beaucoup mieux protégé? Sur le plan de l'IA, ça peut arriver. C'est-à-dire que on est mieux protégé par la loi. La protection des auteurs dans la loi est très forte. Elle a d'ailleurs été renforcée par la directive européenne et par la transposition par le gouvernement à l'époque de Jean Castex de cette directive européenne. Il y a des règles très fortes, mais dans la pratique quotidienne, les auteurs en réalité sont moins protégés parce qu'ils n'ont pas cette capacité, ça serait d'ailleurs interdit en France, d'avoir ce monopole syndical
qui leur permet de créer des rapports de force avec les producteurs. Pour le moment, on n'envisage pas de grève de scénaristes ou de vraies grèves. L'industrie est moins développée aussi. Il n'y a pas ce rapport avec les studios et tout ça. Mais l'organisation syndicale, qui ne serait pas possible en France, parce qu'on ne pourrait pas créer ce genre de monopole syndical, la Constitution française l'interdit, l'organisation fait que, en réalité, ils ont cette protection législative, cette protection réglementaire, les auteurs, mais ils n'ont pas la capacité, quand il y a des problèmes, d'imposer le rapport de force que peut imposer une grève. Et demain, par exemple, on ne pourra pas prendre l'avion, je pense, parce que les contrôleurs aériens vont imposer, imposer un rapport de force parce qu'ils ont la capacité d'empêcher 75% des avions de décoller. Oui. Donc ça, c'est quand même une spécificité totalement américaine. Alors on va aller plus sur le sujet justement de la création confrontée, je dirais, à cette intelligence artificielle qui arrive. Ce sont des nouveaux outils qui arrivent, comme d'habitude. Ça peut être des opportunités sur certains points et des menaces pour d'autres. Donc c'est un sujet qui est complexe, évidemment. Sophie, comment toi tu vois ça, ce côté dans le scénario, parce qu'évidemment un scénario c'est plein de choses, c'est une idée, c'est un scénariste qui parfois travaille, comme tu l'as dit, avec plusieurs personnes. Il y a à bâtir une histoire, il y a les personnages, il y a l'intrigue, et puis il y a des outils qui pourraient se greffer là-dedans pour aider. Comment toi tu vois ça de ton point de vue? Voilà. Et peut-être revenir à ton travail de scénariste. C'est pour ça aussi que je voulais vous inviter, c'est que même s'il y a ce débat sur l'outil technologique, faut revenir aussi au métier de création. Donc c'est pour ça que je voulais avoir ton avis là-dessus. Moi, c'est vrai que, je trouve que quand une nouvelle technologie arrive, il y a toujours un peu cette frénésie et ces plans sur la comète de tout ce que ça va changer. Très médiatique aussi. Voilà, et on a eu ça sur les bitcoins, on a eu ça sur les NFTs. À voir comment ça se développe. Le métaverse qui a fait plouf. Voilà, exactement. Un peu plus, on va dire. Voilà. Et donc, je pense que c'est très... Je pense que l'intelligence artificielle a le potentiel de guérir le cancer. En fait, il y a plein d'applications à cet outil qui sont absolument géniales. Donc moi, je ne suis pas là pour dire c'est terrible. Je ne vois pas trop sa place dans le processus créatif. Pour être honnête, je trouve que le mot génératif est faux. C'est pas un terme, en fait, ça ne génère rien, ça régurgite. C'est capable d'ingérer énormément d'informations et d'en ressortir un lissage ou une sorte de mélange, mais ça ne génère pas vraiment quelque chose. Et donc, ça reproduit, c'est souvent ce qu'on reproche. On peut dire, c'est très prévisible et ça reprend des données existantes pour les retranscrire. Donc ça, c'est pas totalement dans le concept de l'originalité ou de la singularité. C'est ça. Et donc pour moi, en fait, ça dépend de ce qu'on parle. Si on commence à parler que purement de contenu, c'est-à-dire qu'on veut fournir du contenu pour nourrir des applications, pour que les gens soient divertis, ne réfléchissent pas, tout ça, on peut se dire que l'IA va le faire. Mais qu'est-ce qu'on attend en fait de nos scénaristes, de nos réalisateurs, de tous les gens qui font la création? En fait, raconter des histoires, on le fait depuis que notre civilisation existe. Ça nous permet de comprendre ce qu'on est en train de vivre, ça nous permet de laisser une trace. Donc, si on voit des scénaristes que comme des gens qui reproduisent des choses, l'IA va pouvoir les remplacer. Ce qu'ils font déjà beaucoup, et en plus, pour aller peut-être dans ton sens, c'est que on est de plus en plus habitué au storytelling et au récit. Donc l'originalité et la surprise peut être une prime qui est importante à cette originalité. Et cette originalité, pour être honnête, la plupart des histoires ont été racontées. Mais ce qui est original, c'est un point de vue, c'est une expérience de vie, c'est ce qu'on apporte, c'est l'âme humaine. Et demander à une machine de reproduire ça, personnellement, je ne comprends pas complètement l'intérêt. Voilà. Donc, dans mon métier aujourd'hui, après, je ne suis pas la personne la plus avancée technologiquement, donc je n'ai même pas particulièrement essayé. Je ne vois pas nécessairement d'utilité, moi, dans mon travail quotidien. J'ai, pour être honnête, un cousin qui travaille dans l'IA et qui me dit « ça va être génial ». Et en fait, quand il essaye de me vendre ce que ça va changer dans mon métier...
c'est le cœur de mon métier. Ah, ça peut t'écrire ton synopsis pour toi ou ton histoire. Mais moi, j'aime écrire des histoires. Tu l'as pas encore fait des petites recherches même pour des micro-tâches ou des petites recherches? Non, j'avais fait des recherches, purement recherche, de questions, donc pas qui avaient à voir au scénario, mais vraiment pour de la recherche, pour avoir une information. Et ça, je pense que ça peut être utile en tant que Google plus, ça peut être super. Pour être honnête, pour l'instant, la plupart des réponses, parce que je posais des questions, j'avais quand même un peu les réponses, étaient fausses. Après, je sais que c'était au tout début de ChatGPT, que c'est des machines qui apprennent extrêmement vite et tout ça. Donc, on n'est pas au début... on est au début de cette machine qui va se parfaire. Après, j'étais à Cannes Série où il y avait Thierry Reyna qui est à Polytechnique et qui travaille dans l'IA, qui parlait et qui disait c'est pas infini l'amélioration de l'IA. À un moment, il va y avoir un plafond et ça va plafonner dans son apprentissage. Exactement. Donc, on est encore en apprentissage, mais on n'est pas loin de la fin non plus. Voilà, alors avant peut-être de continuer avec Pascal sur le scénar, quand même pour remettre en perspective, il y a quand même eu aussi une révolution sur les effets visuels, parce qu'avant de parler du scénario, il y a eu quand même les rajeunissements d'Harrison Ford, les Scorsese. Donc en effets visuels, il faut reconnaître, ou en création graphique, des applications qui sont peut-être parfois un peu plus directes. Voilà, je sais pas si tu partages aussi ce point de vue. Je pense que au niveau visuel, il y a une application. Je pense que là aussi, il y a une limite. De ce que j'entends d'amis avec qui j'en parle à Hollywood, qui bossent pour des studios ou qui ont des empreintes visuelles très, très marquées, des choses comme ça, eux aussi commencent déjà à voir la limite de ça. C'est-à-dire que il y avait des appels à projets qui laissaient des prompteurs, ce qu'ils appellent, donc des gens qui ne sont pas nécessairement des artistes, mais qui savent très bien maîtriser les outils et demander les bons prompts. Et ils voyaient vraiment la limite sur le long terme. C'est-à-dire que la première proposition était géniale. Et en fait, c'est des gens qui ne sont pas artistes, donc qui ne savent pas prendre des notes. Et donc, quand on leur demandait, au lieu de dire juste un prompt très clair, mais plus un truc plus fluide, plus global, plus moins dans le concret, ils ne savaient pas comment répondre à ça et surtout, ils ne savaient pas prendre des critiques constructives parce qu'ils ne viennent pas de ce métier. Moi, ça fait quand même beaucoup partie de mon métier, c'est que j'écris, j'ai des producteurs qui me font des retours, j'ai des chaînes qui me font des retours. Il faut que moi, je les intègre et que je décide comment je vais les appliquer. Et c'est vrai que beaucoup de gens, ça ne fait pas partie non plus de leur métier. Donc, ce sont en tout cas des nouveaux métiers qui arrivent. Rédiger un bon prompt, qui est un peu la base de l'IA, c'est un métier, c'est déjà un peu du scénar et c'est de l'humain. Pascal, toi, ton point de vue là-dessus, et toi, tu représentes tous les auteurs et forcément tous les créatifs sont derrière toi. Mais comment tu vois ça, toi, avec ton œil? Nous, alors là, pour le moment, la SACD, on s'est occupé d'une grosse bagarre, une bagarre juridique, parce que la vérité, c'est que toutes ces grandes machines d'IA sont des voleurs. C'est-à-dire, on est revenu à l'époque de Napster, c'est-à-dire c'est des voleurs de propriété intellectuelle, c'est des voleurs d'informations faites par la presse, ils absorbent tout. Et dans les discussions qui ont eu lieu sur le règlement sur l'intelligence artificielle à l'échelon européen, donc initié par Thierry Breton, on a eu l'énorme surprise de voir que la France ne défendait pas le droit d'auteur. Elle défendait ces entreprises de la tech qui ne voulaient pas être transparentes sur les données qu'elles absorbaient pour justement ne pas rémunérer ceux dont elles avaient absorbé les données. Alors heureusement, je pense qu'on s'est bien battu. Le gouvernement français a été battu, donc c'est quand même bizarre de se réjouir d'une défaite de la France, mais moi je m'en réjouis, et le droit d'auteur a finalement triomphé. Maintenant, il va falloir mettre en place, et là Rachida Dati, et c'est intéressant, à créer une mission au sein du Conseil supérieur de la propriété artistique pour voir quelles sont ces données que doivent fournir les opérateurs pour assurer la transparence. Donc nous, on s'est occupé pour le moment de la problématique générale du droit d'auteur. Alors sur la problématique plus particulière des incidences sur les auteurs, je dois dire que moi, en tant que SACD, et héritier très lointain de Beaumarchais, ce qui a été créé par une machine ne peut pas être à la SACD.
Voilà. Si c'est 100% machine, pensez pour HAL de 2001, derrière une œuvre, il y a forcément un auteur. S'il n'y a que de la machine, je ne sais pas ce que c'est pas chez nous. Bon, voilà. Après, il est clair qu'il y a des outils qui vont se créer, qui, dans certains cas et sur certains métiers, vont être dangereux pour ces métiers parce qu'ils vont supprimer des emplois. Déjà, il y a des emplois qui vont disparaître, et sur d'autres, qui vont créer des emplois. Bon. Et pour le moment, cette intelligence artificielle qui arrive, on ne peut pas encore porter de jugement sur le scénario, parce que je crois qu'on n'en est qu'au début. Ah oui, c'est sûr. Ces machines vont forcément s'améliorer. C'est vrai que quand on leur pose des questions, pour le moment, on a souvent des réponses fausses. Et on pourra peut-être encore avoir des réponses encore plus fausses, parce que lors du débat que j'avais organisé l'année dernière à Cannes sur le sujet, on en organise encore un cette année, un des responsables d'intelligence artificielle avait dit « On a un énorme problème parce que les entreprises de presse ont exercé leur droit d'empêcher la fouille des données, et donc nos machines sont nourries par des fake news. Puisque si les données vérifiées ne peuvent pas rentrer, ce sont les données non vérifiées qui rentrent, et donc ce qui ressort, c'est quelque chose de non vérifié. Après, alors, il y aura certainement des bonnes choses, et il y en aura des mauvaises. C'est-à-dire que il y aura peut-être des systèmes qui vont vous permettre de faire encore des meilleures fraudes au président. Vous savez, la fraude au président, vous avez le président qui appelle et qui dit versez tant d'argent sur tel compte, et là, ça sera parfaitement la voix du président qui expliquera aux collaborateurs qu'il doit absolument faire quelque chose. Donc, il va y avoir des tas de développement, et positif et négatif. Et pour le scénario, moi, ce que je vois de positif, c'est que ça peut quand même considérablement améliorer l'accès aux documentations. C'est-à-dire que dans le travail de scénariste, il y a des éléments quand même qui sont répétitifs. Bon. Il y a aussi des données qu'on doit aller chercher quand on a un scénario sur un sujet. Recherche. Voilà, de recherche et tout ça. Et là, ça a été cité, de la même manière que Google nous facilite quand même beaucoup des recherches qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans. Je trouve que l'IA pourrait être très utile pour faciliter ces tâches répétitives. Mais par contre, c'est vrai, elle se substituera jamais à l'imagination, au point de vue, ou à l'artistique. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de créer de l'émotion. Voilà. Alors, tu as soulevé un point, Pascal, sur l'aspect intéressant de comment on part d'un IA, où ça peut être et que le scénariste ou la scénariste retravaille dessus. Et je sais que ça avait été aussi un des objets de la grève à Los Angeles, c'est qu'ils avaient, à un moment, ils ont légiféré en disant les droits maintenant deviennent celui du scénariste, même s'il retravaille à partir d'un texte, parce que c'est ça que ça va poser comme question en propriété intellectuelle un peu. Je sais pas si tu as un point de vue là-dessus qui est un sujet complet. Non, mais ça c'est du classique. Je pense que dans les temps anciens, on écrivait ces scénarios à la main. Maintenant, on les écrit avec des ordinateurs, et c'est pas pour autant que ça donne des droits aux constructeurs de l'ordinateur. Bon, voilà. C'est tout. Moi, là, il y a toute une partie d'utilisation de l'IA qui est une partie outil, qui va favoriser les scénarios. La crainte aux États-Unis, et ils n'ont pas tort, parce que justement, en termes législatifs et réglementaires, ils sont moins protégés, c'est que pour des raisons économiques, parce que là-bas, le système est libéral en réalité, et il n'y a pas tout ce soutien public à la création, pour des raisons économiques et pour diminuer les coûts de production, on est tendance à utiliser des machines qui coûtent moins cher que d'utiliser des hommes ou des femmes. Voilà. Bien sûr. Donc, alors, ce qui est intéressant dans la grève, et dans le résultat de la grève, qui a quand même été gagné à la fois par les scénaristes et les acteurs, c'est que pour la première fois, dans un texte conventionnel, c'est une convention collective, il y a une protection à la fois pour les acteurs et pour les scénaristes par rapport à une utilisation qui ferait perdre des emplois par l'intelligence artificielle. Donc c'est la base de protection. Alors, pour le moment, ça n'existe pas en France, ça n'a pas été créé en Europe, mais disons que c'est un exemple à suivre, et là, les Américains sont pionniers.
Bon, alors on va revenir au travail de l'artistique. Sophie, avec ton travail, on va revenir sur l'humain et les séquenciers, les traitements. Mais comment est-ce que tu vois ça? Parce que toi, quand tu travailles, alors on va revenir plus sur le scénar, mais toi, c'est souvent un process très structuré dans les différents scénarios que tu as conduits, c'est-à-dire entre l'idée, le développement du synopsis, le traitement. Tu crois à tout cet ordre de structure? Et est-ce que demain, si j'ai mes premiers actes de mon structure et ma structure complète, tu me vois venir avec une intention, l'IA pourrait me sortir des éléments. Comment tu vois ça, toi? Et comment tu peut-être revenir à toi, comment tu bosses en fait en script? Le processus est toujours à peu près le même. Donc, on développe une série, on essaye de la vendre à une chaîne, d'abord à un producteur, puis à une chaîne. Et du coup, une fois que ça c'est commandé, on va d'abord faire les arches de la saison pour un peu expliquer ce qui va se passer dans une saison au fil de tous les épisodes, avoir un peu vraiment les trames principales, les personnages qui vont vivre dans cette histoire. Et une fois que ça c'est validé, on s'est tous mis d'accord sur l'histoire qu'on va raconter. Là, on commence vraiment à découper en épisodes et donc faire des séquenciers par épisode. Une fois que les séquenciers sont validés, on passe au dialogué. Et on arrive donc à des V1, V2, V3. Après, c'est un énorme boulot quand même. Tu racontes, c'est monumental. Parce que entre une idée... c'est des choses qui prennent à minima 1 an. Voilà. Entre le début des arches et la fin des dialogués. Et encore 1 an, c'est très rapide. Et encore, là, c'est des versions de dialogués entre le scénariste, le producteur ou la productrice et la chaîne. Après, il y a le réalisateur ou la réalisatrice qui arrive, qui, eux, vont devoir porter quand même cette histoire sur un plateau face à leurs acteurs. Donc, eux aussi vont avoir des notes et des retours. Pareil pour les directeurs de production, qui aussi vont arriver en disant, on a 35 jours de tournage, et là, dans mon planning, on en a 40. Donc, il y a 5 jours à couper. Donc, il y a des choses à couper. Donc, et ça encore, faut réfléchir. Et à un moment, il n'y a que le scénariste qui peut faire ces coupes-là, parce que pendant que le réalisateur est en train de s'emparer de tout ça, c'est la seule personne qui a toute la saison encore dans sa tête et qui peut se dire, on peut enlever ce personnage, on peut couper ça. Tu fais ces échanges entre scénar et metteur en scène, ça devient clé à un moment, comment on va vers la vision formelle et le script. Oui. Ça, complètement. Et à un moment, il y a vraiment un passage de bâton et là, il y a une personne qui est vraiment adapte à faire cette adaptation visuelle. Mais là-dedans, moi, je ne sais pas comment une machine pourrait m'aider, parce qu'en fait, si on pense à, ça optimiserait, en fait, toi, tu vas faire une erreur de structure à ce moment-là et tout ça. Je veux bien, mais en fait, si on m'empêche de faire des erreurs, ça fait partie du travail de création. Et dans les erreurs, on va trouver d'autres bonnes idées. Des fois, je suis partie complètement... j'étais complètement à côté de la plaque sur un truc, mais en cherchant quelque chose, j'ai trouvé une autre super idée que j'aurais pas trouvée si je m'étais pas permis de déambuler là-dedans. Et donc, je ne sais pas si on a vraiment besoin d'optimiser et de maximiser le rendement dans ce travail-là. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas une scénariste qui croit dans la muse. Je ne m'assois pas devant mon ordinateur en me disant, à un moment, l'inspiration va venir. Pour moi, c'est un métier, c'est professionnel, j'ai des heures de travail. C'est beaucoup en dialogue. Tu es à l'école Billy Wilder, à Hill Diamond, où ils parlent beaucoup avant d'accoucher ou... Moi, une fois que je m'assois pour écrire, la scène est à peu près écrite dans ma tête. D'accord. Parce que je la fais pendant que je suis en train de faire la vaisselle, la douche, pendant que je parle à quelqu'un, pendant que je me balade. Enfin, c'est vraiment... mais il y a beaucoup de scénaristes qui aiment bien s'asseoir et attendre. Moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Tu sais que c'était l'école de Paul Schrader sur Taxi Driver. Le scénariste, il voulait raconter. Il disait, si en 1 heure, je ne captive pas mon auditoire, je ne me mets pas à écrire. Oui. Donc, il veut que raconter. C'est fou, ça, tu vois, raconter et avant de coucher sur le papier. Donc, ça, c'est aussi un art de tomber la bonne histoire. Oui. Ouais. Et puis, des fois, on a l'air de fou. Enfin, moi, je fais les dialogues à voix haute chez moi parce qu'on a aussi besoin de les entendre. Parfois, on voit une série, on voit un film et on se dit, mais les gens ne parlent pas comme ça. Et c'est vrai que ça a l'air débile, mais de lire son scénario à voix haute, déjà de voir que des fois, on écrit une phrase qu'on trouve très belle et qui est impossible à dire pour un acteur qui va trébucher dessus prise après prise, en disant, mais en fait, c'est pas fluide. Et donc, il faut le faire, il faut en parler à des gens. Enfin, c'est une matière vivante. Oui, organique, très artisanale, finalement. Oui. Et je pense que c'était Ed Solomon que j'ai aussi vu parler à
à Cannes Série, on lui demandait quand est-ce qu'on sait qu'un scénario est fini. Et il a dit quand c'est le jour du tournage. Parce qu'on n'a plus le choix. Techniquement, ça pourrait ne jamais être fini. Même sur le tournage, Kubrick, il réécrivait avec Nicholson sur Shining. Et puis moi, toutes les séries dans lesquelles j'ai participé, j'ai vu des trucs tournés. Je fais oh là là, je viens de trouver la phrase parfaite pour ça. Et c'était il y a 2 ans, ça a été tourné, c'est montré, je pourrais plus le faire. Mais c'est aussi la beauté de la chose. Mais du coup, il faut quand même laisser place à l'erreur parce que c'est des erreurs qu'on apprend et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment construire un scénario. Toi, tu veux en parler, Pascal, de ce côté singularité, erreur, bizarre? Non, mais moi, je pense que ça va dépendre des individus. Il y a des individus des scénaristes qui vont rapidement s'approprier les idées d'IA parce qu'ils seront à l'aise dans cet univers et que ça pourra leur apporter des propositions différentes. C'est-à-dire, ils vont questionner, ils auront des réponses et après, à un moment, ils choisiront. Et puis, il y en a d'autres qui auront beaucoup de mal à rentrer dans le système. Alors, le danger pour les créateurs, c'est que, justement, comme c'était expliqué, les processus de création sont longs. Et les processus économiques nécessitent d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire, quand on a fait la première saison d'une série, les producteurs, les diffuseurs ont envie d'avoir rapidement la 2e saison pour profiter de l'élan du succès de la première. Parce que quand on continue, c'est qu'on a eu du succès. Si on a eu un échec, on arrête. Bon. Et là, il va y avoir des tentations, je pense, d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour accélérer tout le processus de création. Et ça peut donner une prime, non pas au talent, mais à la rapidité. Alors, la rapidité, c'est une forme de talent. C'est le fast scénar. Voilà, exactement. Donc, il va se passer des choses qu'on ne connaît pas, parce qu'en plus, moi, je pense que ces outils ne sont pas encore complètement développés, complètement matures, mais ça peut assez fortement impacter les processus de création, parce que ça peut donner des idées pour accélérer. Voilà, c'est ça. Juste sur ce point qui est important, sur le développement, parce que toi qui es côté SACD, on sait que le dev, et toi aussi Sophie, le dev c'est toute la partie presque la plus importante d'un projet, sauf que c'est une partie souvent sous-financée. Alors même en France, Europe, il y a un peu moins de moyens même en très dev. Mal financé, voilà, mais peut-être en parler, parce que quand on écoute Sophie, c'est vrai que c'est une partie qui est très longue, faut développer, faut pitcher, les gens ils répondent pas toujours très rapidement, c'est un euphémisme. Je fais une petite blague parce que j'ai été un peu là-dedans au début, mais c'est vrai que voilà, et c'est toute une phase un peu d'incubation comme une start-up, et il y a besoin de moyens, et ça, peut-être parler de ça, Pascal, comment un peu mieux amener du budget là-dedans, ça, c'est le problème français, à la différence des Américains. Quand on envoie nos auteurs aux États-Unis, ils sont frappés par les moyens qu'ont les auteurs pour faire toute la période de développement. À la limite, aux États-Unis, on est dans un système où les droits vraiment sont aux producteurs, mais en fait, ce sont les auteurs qui sont rois, en fait. Bon. Et parce qu'on considère que c'est la matière créative, c'est le talent qui est le plus important. Alors qu'en France, au stade du développement, comme il y a énormément de sociétés de production qui n'ont pas forcément les moyens, et que les moyens arrivent derrière, lorsqu'il y a un contrat avec un diffuseur, la phase de développement, la phase d'écriture est une phase très très mal rémunérée pour les auteurs. Voilà. Donc, alors qu'aux États-Unis, il y a des règles, il y a des barèmes, il y a les conventions collectives, et donc globalement, je dirais, l'auteur, concrètement, dans la pratique, est mieux traité. D'accord. En France, il y a des auteurs qui m'ont raconté que, même sur le plan matériel, que pour créer avec leur équipe, ils étaient dans leur cuisine. Voilà, ça se passera jamais aux États-Unis. Comment ça peut bouger, Pascal, ça? Il faut des nouvelles sources de financement. C'est pas avec l'existant que ça va suffire. Pour faire bouger ça, c'est simple. Le système français est un système aidé. Il n'y a pas une œuvre cinématographique audiovisuelle qui ne bénéficie pas de l'aide du Centre national du cinéma. Il faut simplement que le Centre national du cinéma décide que pour avoir les aides, il faut au départ mettre un minimum du budget dans la phase d'écriture. Voilà, d'accord. Ça a l'air simple. Non, mais c'est simple, c'est simple. C'est simple parce que l'avantage du système français, c'est que si on veut faire bouger les lignes,
on peut les faire bouger parce que le système ne fonctionne que grâce à des aides extrêmement importantes des pouvoirs publics. Quoi. Ok. Et si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a cette place donnée au scénario, c'est-à-dire que dans un budget total, au minimum, le scénario représente à peu près 10%. En France, c'est même pas 1%. Ah oui, ça c'est intéressant. Et en fait, il y a vraiment un adage connu à Hollywood qui est « on peut faire un mauvais film avec un bon scénario, on ne peut pas faire un bon film avec un mauvais scénario ». Et tout ça tourne un peu autour de la prise de risque. En fait, dans le développement, les boîtes de prod ne peuvent pas se permettre de couler une boîte en finançant un développement. Et je pense que l'IA joue aussi là-dedans. C'est que c'est pour minimiser au maximum la prise de risque. L'IA va rendre un truc peut-être plus moyen, mais au moins on rentre dans ça. Et à la base, notre métier, cette industrie, s'est créée sur les prises de risque. Et que ce soit des Coppola qui hypothèquent leur maison pour faire leur film, que ce soit des producteurs qui ont cru, qui ont porté... les Irishman, Scorsese, ça faisait 15 ans qu'ils voulaient le faire. Fincher, pareil. Il faut croire à des projets et c'est ça aussi la force d'un producteur ou d'une productrice. C'est un très beau métier, mais c'est des gens qui voient le potentiel. Et qui est rarement écrit depuis le départ, souvent pour les bonnes œuvres marquantes d'ailleurs. Ouais. On a des producteurs qui ont suivi des réalisateurs, des scénaristes depuis le tout début. Vince Gilligan, il a été découvert dans un petit festival. Retoqué 200 fois. Moi, j'avais vu sa masterclass au Festival de Deauville. Ouais. Il avait été retoqué quasiment 200 fois avant de vendre Breaking Bad et de dénicher la personne de chez Sony qui l'avait pitché, etc. Mais encore, Breaking Bad, à ce moment-là, il avait écrit sur X-Files, il avait écrit... il avait écrit un petit scénario, un petit festival. Il a été découvert par un producteur qui s'appelle Mark Johnson et qui l'a suivi depuis, qui a été producteur sur Breaking Bad. Ils sont vraiment là, mais c'est quelqu'un qui l'a vu, il devait avoir, je sais pas, une vingtaine d'années. Il a lu quelque chose, il a dit, toi, il y a quelque chose et on va le développer ensemble. Mais c'est une prise de risque. Qu'est-ce qui pourrait améliorer tout ce secteur que tu connais bien entre les US, la France, pour donner l'opportunité aux nouveaux scénaristes d'arriver un peu plus sur les projets? Toi, comment tu vois ça? Parce que c'est quand même un milieu où il faut connaître, il y a beaucoup de relationnel. Comment tu vois? Qu'est-ce qui pourrait un peu changer là-dessus? Je pense qu'on voit une nouvelle génération, il y a des très bons producteurs, mais une nouvelle génération de producteurs qui veulent un peu plus développer ces relations avec les auteurs, qui justement veulent plus s'investir dans le développement de ces carrières-là. On voit aussi un peu la naissance des salles d'écriture, qui n'étaient pas nécessairement dans notre tradition avant, et qui est une bonne chose parce que, en fonction de comment on les gère, mais si on veut un peu mélanger des juniors avec des seniors pour que les juniors trouvent des mentors, en fait, c'est une industrie de mentors. Il faut trouver des gens qui croient en nous, qui voient un potentiel et qui veulent investir là-dedans, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, que ce soit aussi une transmission. Et on voit là des auteurs assez confirmés qui veulent transmettre, que ce soit à travers la Cité des scénaristes, que ce soit dans les écoles comme Nouvelles Écritures. Enfin, on a vraiment on le voit, ce développement-là. Ça met tout le temps quelques années à se mettre en place, mais on a totalement le potentiel et le savoir-faire en France de faire ça. Alors, on arrive à la dernière partie du podcast. Moi, j'avais quand même, avant d'arriver sur l'artistique, je veux finir bien sûr sur la création, une petite question. Je sais que Pascal, tu nous en as parlé tout là, off record, sur l'IA par rapport au métier de la création. On ouvre après, au-delà du scénario. Toi, tu m'as parlé pas mal de traduction, de création visuelle. Comment tu vois ces autres métiers qui peuvent être impactés? Je pense que tous les métiers seront impactés, mais de façon différente. Moi, alors, sur la traduction, c'est clair que... c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais je ne pense pas que l'IA soit capable de faire une traduction poétique de Shakespeare. Par contre, elle peut traduire de façon banale beaucoup de choses. Il va y avoir des développements qui sont assez risqués pour les acteurs, en particulier de doublage, puisque je crois qu'on aura bientôt la capacité d'avoir en langue française... Alors ça, tu me racontais, ça m'a bluffé. Je me suis dit, mince, on ne va plus entendre la voix française de Julia Roberts, je suis très triste. On aura, mais on aura, en termes d'emploi, c'est dramatique, mais en termes artistiques, d'avoir la voix de l'acteur d'origine
dans sa langue, c'est quand même un avantage. Bon, moi, je ne regarde jamais... Sauf pour Jodie Foster qui parle déjà français. Oui, sauf. Mais moi, je ne regarde jamais une version doublée de film. Ça m'est complètement insupportable. Toi, t'es moins là-dedans. Voilà. Il y a beaucoup de Français qui le sont, je pense. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas là. Ouais. Et donc, d'ailleurs, doublage, ça et d'ailleurs, les grandes chaînes de télévision, quand elles passent des séries aux heures de forte écoute, c'est toujours des séries doublées. C'est jamais des séries sous-titrées. Bon. Il y aura aussi beaucoup de changements, d'évolutions sur le secteur de l'animation. Le secteur de l'animation est un secteur où la France est particulièrement forte. Il y a d'ailleurs une période, ça continue peut-être, où les Américains venaient piquer tous nos talents pour les prendre, exactement, pour les prendre dans leur studio. Et donc, dans chaque métier, et c'est ça qu'il va falloir étudier, il va y avoir des changements, il va y avoir des risques sur les emplois, et ce que je crois qu'il faut faire, c'est avoir une régulation où on ne peut pas empêcher le développement des nouvelles technologies, parce qu'en plus, les nouvelles technologies, elles passent les frontières, mais il faut quand même éviter des utilisations trop coûteuses en termes d'emploi. Voilà. Donc, ce qui va sans doute se jouer, c'est la maîtrise de ces outils, un peu de formation, et de voir quelle complémentarité ces talents, ces créatifs vont peut-être se servir de ces outils pour peut-être améliorer sur telle ou telle tâche. Non, mais la formation, c'est très important. Par exemple, moi, j'ai vécu, parce qu'à l'époque, je m'occupais aussi des producteurs, la période où on est passé dans le tournage cinéma de l'analogique au numérique. Ah oui. Donc il a fallu... Déjà une grosse révolution, ça a été une révolution. Il a fallu au montage former tous les monteurs pour le qui montage. Sur l'ancienne table. Exactement. Et tout le monde finalement y est passé. S'est adapté. Et ceux qui disaient le numérique, moi jamais, ils ont renoncé. Il y a même eu des cas dans les salles de cinéma. Par exemple, le patron du GC, que j'aime beaucoup, d'ailleurs Guy Verrecchia, à l'époque, disait jamais je mettrai mes salles en numérique. Bon, ça coûte trop cher, c'est pas bien. Et puis est arrivé un certain James Cameron avec son film Avatar. Oui. Il y avait la queue dans les salles pâtées où c'était en numérique. Oui. Il n'y avait plus personne dans ces salles. Oui, la décision elle a été vite prise. En 6 mois, il a pris la décision pour adapter ces salles. Voilà. Il y a on le voit, des vagues, et c'est clair qu'il faut s'y adapter en tout cas. Pour finir quand même, on va finir sur une petite note artistique côté scénar. Alors il y a des grands scénars ou des grands films qui vous ont surpris par leur narration, leur point de vue, ça peut être récent ou de tout temps. Tes films de chevet ou séries de chevet où tu te dis là c'est un scénar incroyable. Il y en a tellement. Oui. Moi je pense qu'il y en a 2 qui ressortent beaucoup et qui reviennent beaucoup dans ma vie, c'est Mad Men et À la Maison Blanche. Ah oui, en série. En série qui... dans le film, on va pas s'en sortir. Il y en a, les séries aussi, mais c'est vrai que c'est 2 séries qui t'ont marqué, qui ont fait date. Avec un générique magnifique de Mad Men. D'ailleurs, peut-être que l'IA pourra jouer un rôle sur les génériques. Ça, c'est un autre sujet. Peut-être. Mais c'est un générique assez incroyable. Donc, série et en film, en ciné, tu mettrais quoi ? En ciné, je mettrais quoi ? Mais c'est vrai qu'une très grosse claque, et vraiment à chaque fois que je le revois, Apocalypse Now, pour moi, c'est un ovni. Version longue ou version... Franchement, ça dépend. Ça dépend des humeurs, qui dure les 40 minutes de plus dans les plantations. Là, mais en fait, ça dépend de si à un moment tu veux quelque chose de plus streamliné, de plus. Mais c'est vrai que des fois. C'est une œuvre grandiose, c'est une œuvre, quoi. C'est ça que tu retiens. Parce que là, le scénar d'Apocalypse Now, fallait y aller, là. C'était. T'avais du pavé, là. Mais c'est ça, non, mais il fallait quand même miser. C'était un moment politiquement, c'était un propos spécifique. C'est quand même un tournage, qui est aussi le documentaire sur Apocalypse Now, BD qui est vachement sympa, qui est juste génial, où tu vois tous ces gens commencer à devenir complètement fous. Martin Sheen qui fait sa crise cardiaque. Il y a un film à faire sur 79, quoi. Mais Donc ça montre en tout cas cette audace dont tu parlais tout à l'heure, qu'on a pu se retrouver peut-être dans les années 70-80, d'audace très artistique. Qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Même le film qui a gagné l'Oscar, Everything Everywhere All at Once. Je pense que c'est un film compliqué à pitcher. C'est un assez petit budget, mais c'est quand même très ambitieux dans ce que ça veut raconter. Et
au cœur de ça, c'est une histoire on ne peut plus basique d'acceptation de ses parents et tout ça. Donc c'est... D'ailleurs, c'était Coppola, c'est marrant, il disait c'est un zèbre, it's a zebra, quand il remettait ses scripts, quand c'était des trucs complètement ovni. Ouais. Donc ça me faisait penser à l'IA, c'est qu'il disait quand un truc est totalement bizarre, il disait c'est comme un zèbre. Oui. Donc c'est comme pour dire que c'est des scénars complètement touffus. Tu peux pas rendre ce scénar en disant c'est comme ce qu'on a vu avant. C'est quelque chose de tout nouveau. C'est des ovnis. Pascal, toi, alors, des petits films, pièces de chevet, des trucs qui t'ont vraiment marqué, non, des mais là, œuvres. récemment, j'ai adoré le film Dune. Ah oui. Et c'est une très belle histoire parce que au début, il y a plusieurs années, j'allais tous les ans à Montréal pour les rendez-vous du cinéma québécois. Et le réalisateur était un jeune réalisateur, auteur à essai. Alors, il a été aspiré par Hollywood. Il a commencé à faire des films comme Sicario et tout ça. Et oui, tu parles de Denis Villeneuve, voilà. Mais c'est vrai qu'il a commencé. Mais Denis Villeneuve, je l'ai connu jeune réalisateur, auteur à essai. Oui, voilà, Polytechnique, exactement. Incendie, Et là, c'est un film, je trouve. D'abord, c'est très ambitieux parce que faire 2 films, c'est ambitieux. Et c'est un très beau film. Alors sur les séries, l'avantage avec Dune, c'est que Timothée Chalamet, doublage français, c'est bon. Ah ouais, absolument, absolument. Et, sans IA, quoi. Et c'est drôle parce j'aime beaucoup Zendaya comme actrice. Ah oui, et j'ai été il n'y a pas très longtemps à l'ouverture de l'exposition absolument sublime Van Gogh au musée d'Orsay, et sur qui je tombe, Zendaya et Tom Holland qui étaient là. Voilà, c'était... Oui, qui fait un film sur le tennis, là. Oui, je vais le voir ce soir, voilà. Challengers. Et alors sur les séries, moi mon préféré, c'est un classique, toujours la même, c'est Bureau des légendes. J'adore cette série. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une série faite quand même par un réalisateur de cinéma. Oui, Éric Rochant. Rochant, c'est un réalisateur de cinéma. Et là, j'ai récemment revu Les Patriotes. Ah oui. Qui est un film, je crois, il a eu, quand il est sorti, un succès mitigé. Bon film. Mais c'est un film magnifique. Et il y avait déjà plein de trucs des Bureaux des légendes dans Les Patriotes. Exactement. Et voilà, c'est toujours ma série française préférée. Ok, la toute dernière, c'est le conseil sur on a parlé surtout de la nouvelle génération d'auteurs et de créatifs, le petit conseil de transmission que vous auriez, vous, de votre fenêtre, de votre métier, sur les nouveaux, justement, qui arrivent, qui se lance avec la fougue du scénariste ou de la scénariste. Pour moi, vraiment, la clé, il y a tout ce qui est rencontrer des gens et tout ça, mais la clé, c'est vraiment écrire. Il n'y a qu'une seule manière de s'améliorer en scénario, et c'est d'écrire. Ouais. Et beaucoup de jeunes scénaristes que je rencontre, quand je leur demande si je peux lire un texte, n'en ont pas. Ils ont des bibles, ils ont des idées, mais ils ne se sont pas confrontés au scénario. Et il n'y a rien qui est égalable à cette confrontation de vraiment écrire des scènes, de faire vivre des personnages, de raconter une histoire. Donc, il faut écrire. Moi, avant de devenir scénariste, j'ai écrit 4 films et 2 pilotes de série. Et personne ne les a achetés, mais c'est comme ça que je me suis améliorée. C'est écrire, se forger son style et remettre sur l'ouvrage la fameuse phrase. Voilà. Hemingway, il dit comme toi, écrire, et il dit même saigner. Ouais. Bleed sur le typewriter. Ouais. Là. Mais pour le coup, les Américains disent beaucoup écrire, c'est réécrire. C'est vrai, ça, dans le scénar. Dans le scénar, il y a une V1, c'est très bien. Mais ce qu'on voit à l'écran, c'est le résultat d'une V36 ou 42 ou 51. Enfin, il faut de la patience parce qu'il faut savoir réécrire, il faut savoir rebondir, il faut savoir s'améliorer. Et ça, c'est vraiment la clé. Donc, pas juste écrire une V1, il faut vraiment retravailler un texte et comprendre où sont nos failles, comment on peut les améliorer, trouver des nouvelles idées. Mais vraiment, il faut se confronter à l'écriture. Pascal, quelques mots pour la fin sur les auteurs. J'ai pas de conseil artistique parce que c'est pas mon métier. Je suis pas capable, comme d'autres, de donner les bons conseils. Par contre, j'ai un conseil à donner aux auteurs, c'est relisez plusieurs fois vos contrats. Faites très attention à vos contrats. Là, tu fais la partie 10%. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler le service juridique de la SACD ou d'aller sur le site de la SACD où vous verrez les modèles de contrats. Et c'est très important de démarrer avec un bon contrat. Et quand vous ne faites pas vous-même vos contrats, d'avoir un bon agent qui vous défend bien, surtout sur les rémunérations proportionnelles, sur la suite, parce que vous percevez quelque chose au départ, mais si c'est un succès, vous serez bien content que votre contrat soit bien verrouillé. Donc la SACD est à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez et faire en sorte que votre contrat soit conforme
à la législation française et deux, vous permettent de bénéficier du succès si vous en avez. Si vous avez un échec, évidemment, l'importance du contrat est beaucoup moins grande. Bon, je peux aller que dans ton sens, puisqu'on lance le MyG Mini, qui est le nouvel agent des talents créatifs et qui va viser à revaloriser les artistes, les créatifs et leur donner aussi des clés sur ces outils technologiques. En tout cas, merci à vous deux de ce débat, ce duo assez passionnant sur la création. Et c'était un vrai plaisir de vous avoir pour l'Entertainment Lab. Merci. Merci à vous.